Bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jérémy, je suis animateur régional de la Colombie-Britannique et du Yukon. Je suis ravie d'être ici avec mon nouvel ami Carnot pour cette semaine et la suivante. Alors nous sommes ici dans une chambre d'hôtel à Nanaimo. On vient de compléter un tour de 4-5 jours de l'île de Vancouver et c'était bien excitant. Je pense pouvoir témoigner au nom de tous les animateurs, mais accueillir un visiteur de solidarité fait partie des grandes joies de notre travail et on a eu beaucoup de plaisir à apprendre à se connaître, lui et moi. Alors, je vais vous présenter Carnot plus spécifiquement dans quelques diapositives, mais je vais commencer par faire un survol de la campagne actuelle et voir pourquoi le thème s'applique au travail que fait Carnot et son partenaire Payo Payo. Le thème cette année est Cultivons nos droits. J'espère que plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion de participer au webinaire de lancement ou à un atelier de formation mené par une de vos personnes animatrices. Mais pourquoi ce thème? Alors pour deux raisons. Premièrement, les gens dans les pays du Sud font face à des défis grandissants quand on pense au changement climatique, à l'accaparement des terres, au vol des ressources, à la contamination des sols et aux conflits armés. Et comme on l'a souvent mentionné dans nos campagnes, ces phénomènes affectent plus particulièrement les gens qui vivent dans les périphéries, notamment dans les régions rurales, dans les pays du Sud. Les gens vivant en région rurale sont souvent les plus affectés. Les développements épais travaillent depuis plus de 50 ans à aider ces communautés dont les droits sont affectés, notamment les droits à la vie, à la terre, à l'eau et à la justice et bien plus. Nous avons choisi pour cette campagne de mettre trois partenaires de l'avant. Ces partenaires travaillent en lien avec notre thème Cultivons nos droits et vous les verrez représentés dans notre matériel de campagne. Il y a un partenaire en Bolivie appelé la Fondation Nuna, un au Nigeria appelé la Fondation Santé de la Terre-Mère ou OMEF et l'autre partenaire dont vous entendrez particulièrement parler aujourd'hui, Payo Payo en Indonésie. Ces partenaires travaillent en lien avec notre campagne Cultivons nos droits. Par exemple, les deux premiers adressent des questions de pollution pétrolière ou de changement climatique. Alors, si vous l'avez manqué, ces deux partenaires faisaient partie de notre webinaire de lancement qui a été enregistré et qui est disponible sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment une excellente façon d'en découvrir davantage sur le travail de ces deux partenaires, donc je vous encourage à aller voir la vidéo sur notre site Internet ou YouTube. Alors, pour résumer la campagne, on va vous partager une courte vidéo. Semer la justice, la voir prendre racine, récolter la paix et la dignité. C'est ce qui est au cœur de la mission de développement et paix Caritas Canada. Depuis 1967, nous appuyons des projets dans les pays du Sud qui s'attaquent aux causes profondes de la pauvreté, de l'oppression et des inégalités. Nous travaillons avec des partenaires locaux qui ont la confiance des communautés qu'ils desservent pour prendre en charge leur propre développement. Nous agissons en solidarité avec les populations les plus vulnérables afin qu'elles cultivent leurs droits humains, sociaux, économiques, écologiques et politiques. Notre travail transformateur est possible grâce à la générosité et l'appui de nos membres et de la population canadienne qui s'engage à nos côtés. Ensemble, nourrissons l'espoir d'un monde meilleur. Ensemble, cultivons nos droits. Donnons généreusement. Alors, c'est le moment de passer à notre vedette de la journée. Alors, je sais que vous ne le voyez pas très bien sur la caméra, mais j'ai eu l'occasion d'accueillir plusieurs visiteurs de solidarité et cette fois-ci, quand j'ai accueilli Carnot à l'aéroport, j'avais vraiment l'impression d'être devant une vedette. En tant qu'animateur, j'ai le matériel longtemps d'avance chez moi et si vous ne le reconnaissez pas, Carnot est ici en couverture de notre mini-magazine cette année. Je voulais presque lui demander un autographe quand je l'ai vu la première fois. Et je vais lui donner l'occasion de présenter un peu plus tard dans sa présentation qui est cette petite fille en couverture et sur l'affiche. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai eu l'incroyable opportunité de connaître Carnot un peu mieux. Et c'est vraiment un homme extraordinaire, drôle, gentil et vraiment travaillant. Il n'a que 43 ans et est le directeur général de Payo Payo et cela fait déjà quelques années qu'il joue ce rôle. C'est un partenaire de développement et paix en Indonésie qui travaille par exemple sur l'agriculture durable.
Ils répondent aux préoccupations régionales des défis entraînés par les changements climatiques, mais aussi veillent à former la relève et les jeunes envers l'agriculture. Il a un bac en anglais et une maîtrise en gestion et en développement rural. Et je viens de découvrir en discutant avec lui récemment qu'il a aussi son doctorat en gestion de l'environnement et gouvernance forestière. C'est un homme avec un parcours impressionnant, avec 18 ans d'expérience en organisation communautaire. C'est un rechercheur et un éducateur. Il aide notamment à traduire dans les langages locaux la recherche qui s'exécute, et ce, pour l'ensemble du pays. On doit prendre un traversier à la fin de cette réunion, donc on n'aura pas trop de temps, mais sachez qu'il y aura quand même une période de questions. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, écrivez-les et on pourra y répondre à la fin. Alors, sans plus attendre, je vous présente Carnot Battiran. Alors, bon matin tout le monde et je dirais bon midi pour les gens de Montréal. Alors, je suis ici pour présenter le travail qu'on réalise en Indonésie grâce à l'appui et le support de Développement et Paix Caritas Canada. Je pense que peut-être tout le monde sait déjà où se situe l'Indonésie. Donc, voilà l'Indonésie. Alors, nous avons en tout 14 îles, mais on peut parler de 5 îles principales. Sumatra, Borneo, Java, Sulawesi, and Papua. This is the Indonesia. Je pense que l'Indonésie est aussi large que le Canada. D'un bout à l'autre du pays, il y a environ 5000 kilomètres qui nous séparent. C'est la même distance entre la Colombie-Britannique et Terre-Neuve. Ici, c'est la région d'où je viens et là où nous travaillons, qui s'appelle Sulawesi. Et pour être plus spécifique, en Sulawesi du Sud. Payo Payo veut dire épouvantail. Oui, pour nous, c'est le symbole de l'amitié des fermiers. On considère l'épouvantail comme l'ami du fermier. On a aussi un groupe qui s'appelle la Société pour la transformation sociale. On fait aussi partie d'une autre organisation ombrelle qui s'appelle Ininawa Communauté, la communauté Ininawa. Alors, dans une langue locale, Ininawa veut dire bonne action, comme Payo Payo veut dire épouvantail. Alors, notre relation avec Développement et Paix Caritas Canada remonte déjà à plusieurs années. On a vraiment commencé les pourparlers en 2012 et le partenariat officiel a commencé en 2015. Cela fait donc maintenant presque 10 ans. On parle de 9 années. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette fille sur l'affiche, mais c'était une jeune fille représentée pour la campagne de développement et paix en 2016 qui travaillait pour nous à Payo Payo. Alors maintenant, on va parler un petit peu des défis rencontrés et ce que nous avons fait et ce que nous faisons chez nous en Indonésie, au Sulawesi. Vous savez que l'Indonésie a vécu de nombreuses années sous la dictature. Donc, depuis de ce temps, tout c'est des pouvoirs et des tendances de haut en bas. Tout ce que nous faisons, ça nous vient du gouvernement de centrale. Vous faites ci, vous faites ça, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Mais en 2014, il y a eu une loi assez progressiste qui a été appliquée. On appelle la loi du village numéro 6. Et on utilise donc cette loi pour notre travail dans les villages. Donc, parce que sous cette loi, les villages en Indonésie doivent avoir leur propre budget et voir leur planification. Ce n'est plus dicté par le gouvernement central. Donc,
mais pas beaucoup de villages savent comment appliquer cette loi, donc on l'aide à formuler leur plan de développement, avoir un budget inclusif et aussi au niveau d'une cartographie participative et puis une base des données des villages. Et donc le budget, et puis établir, comme je dis, des budgets. Et puis ça, c'est un des grands problèmes auxquels nous faisons partie en Indonésie. On l'appelle la désagrarisation. Il y a la tendance, c'est de que les gens quittent l'agriculture, les gens s'en vont dans les villes, dans les secteurs urbains, puis abandonnent donc les fermes. Et puis ça, c'est un des grands problèmes. Et puis, après, c'est la monoculture qui s'est développée après ça. Donc, si vous allez en Indonésie, vous pouvez voir ce que vous avez, des grandes plantations des, euh, dans, dans des surfaces très importantes. Donc, c'est basé sur la monoculture. Et, et que nous, en fait, et on prend des décisions qui sont pas très intelligentes. C'est-à-dire que nous ne plantons pas ce que nous ne mangeons pas. Donc, on plante les choses que les gens aiment manger en Europe. Donc, des coquins de café, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le monde qui aime boire leur café. Donc, nous sommes en train de changer. Alors, on essaye de sortir de cette monoculture et de cette culture commerciale. Donc, parce que tout cela est axé sur le marché mondial. Et donc, mais par contre, les fermiers ou les agriculteurs ne reçoivent presque rien. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On fait la promotion de systèmes agricoles alternatifs, c'est-à-dire des cultures diversifiées. Au lieu d'avoir une seule culture, ça pourrait être plusieurs cultures qui offrent une plus grande résilience. Et on fait la promotion aussi de la souveraineté alimentaire. Et ça s'est mené surtout par les femmes des villages. Elles font du jardinage, c'est-à-dire qu'ils font des petits jardins ou des petits euh, où elles cultivent. Euh, on fait aussi de l'alphabétisation. Puis on fait aussi, dans les écoles, il y a des jardins biologiques. On promeut le recyclage. Et aussi, nous avons aussi des problèmes avec le sol parce qu'on a beaucoup de problèmes de contamination parce que depuis très décennies, on est en train de travailler des pesticides. Et puis, en fait, donc, toute notre agriculture dépend euh, des intrants chimiques. Alors, ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on est en fait de la promotion de l'agriculture durable, d'avoir notre propre euh, euh, engrais et, et en fait, tout le faire de façon durable. Et puis, ça aussi, on a d'autres problèmes parce que on a deux saisons seulement en, en Indonésie, la saison sèche et la saison des pluies. Mais aujourd'hui, avec les changements climatiques, toute l'année, ça peut être euh, sec ou bien s'il y a tout le temps des pluies. Alors, dans les périodes de sécheresse qui se prolongent, la terre se fissure, et puis après, tout d'un coup, il y a des grandes pluies, alors on arrive à des inondations. Alors, on fait face à cela maintenant presque à chaque année, puis c'est globalisé, généralisé partout en Indonésie, et surtout et aussi dans les villes, il y a des problèmes. Ils ont des glissements de terrain dans les montagnes, des inondations dans les villes.
Alors, on essaie de faire la promotion de l'agriculture adaptive et aussi l'agriculture biologique. Et l'agriculture adaptive, c'est ce que nous faisons en travaillant par terrasse, en la diversification des cultures. Et puis voilà ce que nous avons fait jusqu'à maintenant avec Payo Payo. Les jeunes en Indonésie ne sont pas très intéressés à l'agriculture. Donc, c'est un secteur qui est vieillissant. C'est seulement des agriculteurs âgés qui restent. Donc, on essaie d'encourager les jeunes à s'investir à nouveau dans les fermes. Alors, mais comment nous le faisons? On fait de l'organisation communautaire, on va dans les villages, on travaille avec on peut avoir ensemble des jeunes urbains et puis aussi des gens du village pour essayer de trouver des solutions ensemble et avec nous. Et c'est ce que Développement EPI nous a appuyé dans cette démarche. Et on a en fait une formation de 4 mois pour des jeunes hommes et femmes urbains. On les amène au village et on les laisse apprendre de ce qu'est une vie dans le village et d'apprendre aussi à faire de l'organisation communautaire. Alors, on les amène là et on les laisse là pour 1, 2, 3 mois. Et après cela, ils vont peut-être à un autre village. Et puis, ils font de l'organisation communautaire dans les villages. Et quand vous verrez plus tard dans la vidéo, nous avons une école sur le terrain. On sait qu'on a pendant 4 ou 5 mois des jeunes, euh, hommes et femmes ruraux qui vont venir vivre une expérience d'agriculture durable et donc apprendre à ce que c'est tous les engrais, les pesticides qui ne sont pas dangereux, qui amènent à une agriculture durable. Dans les zones rurales d'Indonésie, les jeunes abandonnent l'agriculture pour travailler dans les villes. À terme, cela pourrait menacer la souveraineté alimentaire. Le principal problème auquel est confrontée la communauté rurale aujourd'hui en Indonésie et en Sulawesi du Sud est le processus de désagrarisation rurale où l'agriculture est de plus en plus abandonnée et les jeunes quittent pour la ville. Ils ne sont plus intéressés par l'agriculture qui devient un secteur vieillissant. Il ne reste que des agriculteurs âgés. L'un des principaux problèmes des zones rurales est que les terres agricoles ont été réduites. Il y a de moins en moins de terres à cultiver et pas d'espace pour les jeunes qui voudraient cultiver dans leur village. Payo Payo, un partenaire de développement épais Caritas Canada, accompagne les communautés villageoises pour qu'elles trouvent ensemble des solutions aux défis rencontrés tout en mobilisant la jeunesse rurale. Le programme de l'École d'agriculture pour les jeunes est conçu pour les jeunes des zones urbaines et rurales qui s'intéressent à l'agriculture durable, à l'entrepreneuriat rural et au développement des villages. Des jeunes de plusieurs villages apprennent ces disciplines au cours d'un cycle de plantation-récolte de 4 à 5 mois. C'est une très bonne initiative pour redonner de l'attrait à l'agriculture. Cela attirera les jeunes dans leur village. En tant que jeune femme issue d'une famille paysanne, je me suis inscrite à l'école d'agriculture pour les jeunes de Payo Payo, même si les gens de mon village pensent que cela signifie que je ne veux pas progresser et me développer.
Ils pensent que l'agriculture n'a pas d'avenir. Mes parents, eux aussi, préféraient m'envoyer dans une école qui me préparait à un emploi de bureau. Mais ici, je peux vraiment apprendre l'agriculture. À l'école Payo Payo, en plus de l'agriculture, nous apprenons l'entrepreneuriat rural et les systèmes de base de données d'information des villages qui sont très utiles. Les droits que je veux cultiver sont la possibilité pour les jeunes de contribuer à la vie de leur village, l'existence d'espaces ouverts et la promotion d'un nouvel état d'esprit pour développer le potentiel agricole des villages, en particulier pour les jeunes femmes. Le droit des populations rurales que je veux défendre est le droit aux intrants agricoles, tels que les engrais et les semences, que les agriculteurs de mon village ne peuvent pas obtenir facilement. Ici, à l'école d'agriculture pour les jeunes, j'apprends à fabriquer des engrais alternatifs avec des matières disponibles localement. J'apprends aussi tout ce qu'il faut savoir sur les bons semis et les pépinières. Mon espoir pour l'avenir est que les habitants de mon village sachent que l'agriculture doit être durable et qu'elle ne doit pas être réservée aux personnes âgées, mais qu'elle doit aussi être une occupation pour les jeunes et les femmes. Je souhaite que de plus en plus de jeunes retournent dans leur village pour y faire de l'agriculture. C'est aussi simple que ça. Pour nous, Développement et Paix Caritas Canada est un ami. Notre relation n'est pas celle d'un donateur à un bénéficiaire, mais celle d'un ami qui veut faire quelque chose et qui appuie l'autre pour qu'il atteigne son objectif. Ensemble, nourrissons l'espoir d'un monde meilleur. Ensemble, cultivons nos droits. Donnons généreusement. Avec tout ce que nous avons fait pour faire face à ces défis, nous avons réussi certaines choses. Founded in 2007 and since then. En 2002, Payo Payo a été fondé et depuis, on a fait ces choses-là. Et on a aussi à Makassar, on a créé en fait un endroit de réunion pour les jeunes. En fait, on a 20 000 étudiants qui viennent chez nous pour la formation, pour la rencontre. Et puis aussi, nous avons un café dans l'université où nous encourageons les jeunes à venir pour lecture. Pour en fait, c'est un café de lecture. Et puis, et Développement épais aussi a appuyé l'Institut qui est en fait de biologie, qui est un véritable laboratoire qui est organisé par l'Institut. En fait, on va aller chercher des produits de la terre et puis après, on va étudier, à savoir quels sont les meilleurs et les plus utiles pour l'agriculture. Nous avons travaillé également dans 100 villages en 5 provinces. Et puis, on a 8 villages qui ont fini tout leur système de base de données et qui peuvent utiliser pour la planification. Et nous avons également aidé, et puis on vient d'informer qu'il y a 5 villages qui ont amélioré leur statut, qui sont devenus maintenant des villages qui sont en train de devenir autosuffisants selon les catégories gouvernementales. Il y a aussi 14 villages modèles qui sont établis par les gouvernements provinciaux et nationaux. Ils appellent des villages intelligents sur le plan climatique. On a aussi 26 villages qui ont maintenant des budgets participatifs où tout le monde utilise ou participe, tous les groupes intéressés dans le village participent au budget, à la création de ces budgets.
Et puis voilà, et qui c'est une histoire d'intérêt humain. Alors, si vous avez vu l'affiche de la petite fille, alors en fait, c'est ma fille. Je pense que Mayeline, quand elle a fait cette affiche, a su quelle est l'histoire derrière tout cela. Elle s'appelle Amalula. Amalula, j'ai choisi ce nom parce que, en fait, il faut que je vous dise que Développement EP m'avait invité au forum à Ottawa et un des conférenciers présentait en fait à Massoua, à Malula et à Makeya. Et puis à ce moment-là, ma femme était enceinte à 8 mois. Et puis je pensais, ah tiens, regarde, Amalula. Et ça serait un beau nom pour ma fille. Et, donc, je lui ai donné ce nom-là, Amasua Amalula Makia, qui veut dire ne pas voler, ne pas mentir et ne pas être paresseux. Donc, ça, c'est en lien avec... donc, son nom est vraiment intimement lié à développement épais. Alors, la première fois que nous avons rencontré Mika, quand on a commencé avec développement épais, nous nous sommes rendus compte qu'elle était la première qui avait fini le programme de jeunes entre le Canada et l'Indonésie. 20 years later, one of Et 20 our ans plus founder tard, of un de nos fondateurs de Payo Payo est aussi qui a fini en fait à passer par le programme jeunesse mondial de Canada. Alors, on a ce lien avec développement épais depuis. one of Ode's posters also still Dans les affiches aussi, qu'on voit ici, still working euh, qui travaille encore avec nous, et bien sûr Amalula qui est ici, très mignonne, mon Amalula, et puis en fait, et moi qui suis là avec vous. Et je vais en fait vous remercier ce lien parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence dans ce monde. Peut-être que on a été en cette mise en lien par Dieu, par l'Esprit. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, que tout est connecté, relié, développement et nous, et puis les peuples en Indonésie et au Canada et dans les villages. Alors, merci, merci beaucoup. So this would be a great time if anybody had any questions. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. On dit que vous êtes en train de développer une base de données pour les villages. Et je me demandais qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça peut aider cette base de données. En fait, on l'appelle le plan de développement, la base de données, parce que les villages aiment établir leur propre plan. Mais souvent, les plans ne sont pas basés sur ce dont ils ont besoin. Alors, donc, mais aussi des fois, il y a un budget historique. Alors, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont toujours fait. Des années après années, ils font la même chose. Donc, on l'aide d'établir une base de données. On l'appelle en fait spatial database. une base de données géospatiale. En fait, on fait des photos physiques en fait du village. Et puis après, on fait des recensements. On va à tous les foyers, puis leur demande qu'est-ce qu'ils font chaque jour, qu'est-ce qui, quels sont leurs problèmes de santé, combien de personnes ou combien des enfants avez-vous à l'école, etc. Et même quel est le type de sang, quel est votre type de sanguin. Alors, basé sur ces données, on aide le village à faire leur planification et c'est vraiment utile. Euh,
Dans un de nos villages, par exemple, les soins de santé de la ville, ils avaient envo- envoyé au village tous les médicaments possibles, mais ils n'en avaient pas besoin. Alors, basé sur les bases de données, on savait qu'il y a- qu'il y avait tel ou type de maladie. Alors, lorsque la prochaine fois, lorsque la ville a envoyé des médicaments, envoyé seulement les médicaments qui étaient nécessaires. Alors, ça a aidé. Et aussi, nous savons qu'il y a des régions aussi qui n'ont pas des routes nécessaires. On fait des planifications pour tracer des routes. Et puis ça, c'est basé sur les données géospatiales que les bases de données donnent. Et aussi, nous avons un livre du village de statistiques où on peut trouver toutes les données. Mais avant cela, les villages n'avaient aucune donnée, ne savaient même pas combien de gens vivaient au village. Alors, si vous leur demandez combien de gens y vivent, oh, disons 3000, et après, et quand vous revenez après, ah non, c'est 3001 ou 3000. Donc, ils ne savaient vraiment pas, et aucune idée de combien de gens vivaient au village. Alors, on leur aidait à cela. Et il y avait aussi, on a des programmes de soutien avec développement EPI, on a aidé des villages pour établir ces bases de données et ces bases de données grâce grâce à cela, 6 villages ont aidé, on les a aidés à devenir autosuffisants grâce précisément aux bases de données. Il y a 3 choses dans les bases de données qu'on utilisait. On utilise le programme de Quantum et puis on a le livre. C'est vraiment imprimé avec toutes les données statistiques. Et aussi, on peut avoir accès par Microsoft et puis donc on peut cliquer et vous pouvez avoir il y a un menu qui défile avec toutes les données qui sont enregistrées. Merci. Euh, euh, alors, je vois qu'il y a 3 personnes qui ont levé la main. Alors, on va peut-être, on n'a pas trop le temps, on n'a pas trop de temps, alors, parce qu'on doit aller au bureau à Montréal. Alors, peut-être 3 personnes, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. Je me demande, vous avez mentionné que les femmes étaient derrière toutes les initiatives de souveraineté alimentaire. Et puis après, vous avez parlé des villages qui étaient autosuffisants. Quand vous parlez des villages autosuffisants, est-ce que c'est autour de la souveraineté alimentaire? Et mon autre question, est-ce que les femmes, ce sont celles qui dirigent euh, la souveraineté alimentaire dans les villages? Ou bien ou c'est juste une agriculture de subsistance. En fait, tout cela fait partie aussi d'un programme d'adaptation climatique parce que nous pensons que celles qui sont les plus affectées par les changements climatiques, c'est les femmes parce que c'est elles qui tiennent sur leurs épaules toute l'économie de la famille. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, par exemple? D'où va venir l'argent pour manger? Donc, nous les encourageons d'utiliser leur jardin ou leur petite lopin de terre pour cultiver. Notre économie n'est pas très bonne n'est pas basée sur le revenu, mais aussi en fait, notre économie est basée sur les dépenses. Donc, si on réduit les dépenses, ça aide l'économie des foyers.
Donc, si on peut avoir des légumes comme des épinards, des tomates, des aubergines, tout ce dont elles ont besoin à la cuisine, ils n'ont pas besoin d'acheter. Donc, pas besoin d'aller au marché. Elles peuvent juste sortir et puis, en fait, prendre ce dont elles ont besoin pour tous les légumes pour faire la cuisine. Et donc, ça réduit les dépenses. Donc, ça aide alors à qu'elle puisse avoir une cuisine autosuffisante. Et puis, c'est au niveau de toute la famille, oui. On a, on a fait cela à 14 villages. Et à chaque village, on avait un groupe qu'on appelle le groupe de femmes résilientes au climat. Et donc, on en a à tout, on a dans chaque village, ça dépend du nombre, mais c'est d'entre 30 ou 50 groupes de femmes qui travaillent. Merci. Fernand, à la prochaine question, la question suivante. Oui, alors vous traduirez. Probablement qu'il y a tout un grand défi de identifier les petits lots qui sont récupérables parce que j'imagine, comme j'ai compris, qu'il y a beaucoup eu de fermes abandonnées où quand les lots de terre n'étaient pas assez grands pour la grande industrie l'agro-business, eh bien alors là, c'était laissé en friche parce que les gens quittaient les campagnes. Alors là, vous avez le grand défi de réidentifier des villages où il y a des espaces de terre cultivables qui ont été plus ou moins abandonnés et puis qui est possible de réutiliser, mais là, il doit tout avoir une négociation de comment est utilisé le village, c'est quoi par rapport aux droits de propriété, l'accès à ces petits lots-là. Je pense que c'est des choses en bas de 10 hectares en général, mais peut-être donner quelques explications plus précises là-dessus. Merci. So basically, most of farmers in Indonesia, in South Sulawesi, La plupart des agriculteurs en fait, sont des petites fermes. On a très peu d'hectares pour chaque foyer. Il y a certaines personnes qui ont 5 ou 10 hectares, mais c'est rare. Ils sont riches en termes de possession de la terre, mais on a de 0,8 à 1 hectare de surface. Généralement, en Indonésie, c'est que chaque village, nous identifions des endroits où on peut cultiver, par exemple, pour planter, et ici, ça c'est pour la maison, etc. Généralement, parce que c'était en fait une forêt, et puis c'est devenu après une rizière ou autre chose, mais en général, nous avons des toutes petites, des toutes petites fermes. Alors, on a une question de Muriel. Muriel, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais savoir le cheminement de la demande de partenariat avec Développement et Paix. Comment ça a débuté? Euh, je veux dire, ils ont présenté une demande pour avoir une subvention pour démarrer un projet et puis régulièrement, à chaque année, c'est quoi le support de développement épais à ce partenariat? Et ça, c'est en fait la partie que j'adore en parler. Partout où je vais, j'aime beaucoup en parler de partenariat. Quand on parle de partenariat, je leur dis, j'ai un ami qui s'appelle Développement et Paix, un très bon ami. Donc, ce que nous faisons avec Développement et Paix est très intéressant et différent parce que Développement Peace est venu vers nous et a discuté avec nous. Et c'est pas comme un développement pays de venir avec leurs propres idées, nous demande de faire quelque chose. Non.
Je me souviens la dernière fois, parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on voulait faire, et le développement et puis Mika a dit, non, elle ne dit pas, je pense que vous devez faire cela. Je pense que c'est en 2012 ou 2013, je ne me souviens pas très bien quand. Nous passons de village en village pour voir vraiment quels étaient les besoins, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. C'est pas comme si que vous veniez ou que le développement et puis vient dire, vous savez, je pense que la démocratisation, ça serait une bonne chose à faire, ou l'éducation. Par exemple, l'éducation, on ne peut pas voir l'impact de l'éducation des fois, après de nombreuses années. En fait, l'effet de l'éducation, on ne le voit pas tout de suite. Donc, quand Développement puis a commencé à appuyer notre programme, des amis du village, c'était avec l'idée qu'on ne pouvait pas voir les résultats du programme. Parce que quel est le résultat quand on réunit à 25 personnes, des jeunes qui viennent apprendre, et puis après cela, on ne voit pas les résultats. Mais nous avons appris tout récemment qu'après 10 ans, on a vu que toutes les personnes qui sont passées à travers de ce programme travaillent en Indonésie, et autre personne qui habite à Bali et maintenant est en train d'organiser les gens pour faire avec des approches biologiques. Et puis, on a un autre qui travaille à Sierra Island qui est en train d'organiser les personnes pour lutter contre les compagnies minières. Donc, alors, on voit les résultats maintenant, après certaines années. Et une autre chose intéressante, c'est on les voit comme des amis, non pas que vous avez de l'argent et que vous venez nous aider, non. Oui, et que c'est pas que vous venez avec de l'argent nous donner, nous dire quoi faire, non. Oui, vous nous donnez des fonds, certes, mais nous gardons notre dignité pour travailler sur nos choses, à notre façon, pour répondre à nos besoins et qui sont des choses pertinentes. Non parce ce que sont pertinentes pour nous, pas ce que ça pourrait être pour vous. Merci, c'est une excellente question. Je pense qu'une dernière question du Bureau de Montréal, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Selamat datang, selamat datang. No, I just wanted to add that in Je fact, voudrais j'ajoutais que le gouvernement a travaillé sur l'îland de Saint-Louis et la plupart des ONG canadiennes à l'Indonésie, on ne travaillait pas seul. Mais quand on voulait parler du gouvernement canadien, euh, parce que nous, on voulait travailler là-bas. Et un des personnels m'a dit ceci, parce que vous savez, Payopa était tout petit à cette époque-là. Alors, elle les connaissait parce qu'elle était allée travailler comme bénévole avec Alternative. Alors, après, quand elle est revenue, elle m'a parlé de ce petit groupe et puis il me semblait vraiment des jeunes qui étaient intéressants, des jeunes qui étaient allés dans les, dans les villages. Alors, quand je suis allée visiter, j'étais plus jeune, en tout cas à l'époque. Est-ce que ça, c'était un gars urbain qui a un degré universitaire, donc c'est un groupe d'étudiants intéressés euh, en matière d'environnement qui ont décidé d'aller vivre dans les villages. Et je dis, qui sont ces étudiants? Est-ce qu'ils étudient l'agriculture? Non, 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 ils étudient de la philosophie, littérature, etc. Il y avait juste donc, quand j'ai parlé avec eux, alors, quand je voulais savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, ils m'ont amené au village. Puis j'étais impressionnée parce que je savais combien il était connu. Oh, c'était comme une vedette. Tout le monde en venait dire bonjour et tout. Et puis, en fait, ils connaissaient tout. Il y avait
cette rizière ici. Alors, il était vraiment en lien avec le village. C'était incroyable, c'était au Boulou. Et c'était vraiment le plus beau village que j'ai connu. Puis, ils ont reçu des prix à cause de l'environnement. Alors, j'ai pris vraiment comment ils étaient bien connectés avec le village. Alors, comme on a dit au début, il y a tellement de liens avec développement. Puis, mais Marie-Sophie, qui est la personne qui a travaillé avec nous, je ne sais pas si c'est la personne qui nous a parlé de Payopé. Elle nous a donné le contact. Ah, mais pour moi, ils sont vraiment comme une fusée, en fait. On voit ces villages aujourd'hui, ils ont vraiment une ferme d'apprentissage et ça a été donné, entre guillemets, par quelqu'un. C'était un mécène, je ne sais pas, une famille mécène, riche. Et puis, il dit, vous pouvez utiliser la terre pendant 25 ans, mais la seule obligation, c'est que ça doit être utilisé pour la mission de Payo Payo. Alors, je suis très fière de voir quels sont les résultats. C'est vraiment, vous avez réussi tellement en si peu de temps, vraiment. Alors, je pense que là, maintenant, on va finir. Je vais, au nom de tout le monde ici, on va remercier Carnot. Il a eu vraiment un long voyage arrivé là, puis il n'a pas arrêté de courir depuis. Alors, il a fait des présentations dans les paroisses, dans les universités, et on a même visité des projets agricoles ici. Alors, merci, merci. Alors, je pense que la solidarité qu'on fait, c'est une des meilleures expressions du travail que nous faisons, et ça a été un honneur de passer ce temps avec lui et d'entendre parler à chaque jour, comme en fait, et comment ce qu'elle a dit, la réponse à Muriel, ça nous confirme que notre travail est différent et que nous prenons le partenariat de façon très sérieuse. Alors, merci, merci à tous et toutes. Et c'est bien de sortir. On demande vos prières et vos énergies pour la deuxième partie de notre voyage. Merci beaucoup et passez une très belle saison de carême. Au revoir.